suis Michel Cohen, assistante administrative à la division des ressources humaines. Je suis Svetlana Gradetska, la spécialiste des ressources humaines. Bonjour, mon nom est Kimberly Rosler, je suis une consultante dans le département de coopération technique dans la division d'Asie et du Pacifique. Marie, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Marie Yasmine, elle travaille à Monaco et elle travaille, elle travaille pour le département des sciences et des applications nucléaires. À Monaco. Donc, maintenant, nous allons vous présenter rapidement l'agence. Quelle est sa mission? Donc, l'agence est la principale organisation mondiale de coopération scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire. Et je vais citer comment notre directeur général a décrit l'agence ou le rôle de l'agence. L'agence est fermement résolue à aider les États membres à appliquer la science et la technologie nucléaire pour répondre aux besoins essentiels en matière de développement, tout en maintenant les normes de sûreté les plus strictes. Et nos travaux consistent à rendre disponibles les techniques nucléaires dans des domaines comme les soins de santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, mais aussi la gestion de l'environnement et des ressources en eau, qui sont extrêmement importants pour nos États membres. L'agence atomique a été créée en 1957 par les Nations Unies en tant qu'organisme indépendant. Elle compte actuellement 164 États membres, mais le nombre d'États membres croît régulièrement. Donc, il se peut que d'ici quelques années, nous ayons presque le même nombre que les Nations Unies. Donc, je vais encore un petit peu parler de ce que fait l'agence. C'est la principale organisation mondiale de coopération scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire. Et donc, elle a des liens avec, bien sûr, l'ONU, qui sont régis par un accord spécial. Et donc, elle rapporte également à l'Assemblée générale des Nations Unies et, si nécessaire, au Conseil de sécurité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de différentes activités présentées par les médias en ce qui concerne l'Iran, par exemple. Le secrétariat de l'agence, constitué par l'équipe internationale chargée de fonctionnement de l'agence, compte 2500 administrateurs et membres de personnel d'appui de plus de 100 pays qui sont issus des disciplines scientifiques, techniques, administratives et professionnelles. La plupart de ces hommes et de ces femmes travaillent au siège de l'AI à Vienne, en Autriche. Les autres sont affectés dans les bureaux régionaux de Toronto et de Tokyo, dans les bureaux de liaison de New York et de Genève, et dans le laboratoire de recherche de Seibersdorf en Autriche et de Monaco. Le cadre organisationnel de l'agence est constitué par 6 grands départements. Département de la coopération technique, département de sciences et des applications nucléaires, département de l'énergie nucléaire, département de la sûreté et de la sécurité nucléaire, département des garanties et département de la gestion. Je vais vous parler du programme de la coopération technique de l'agence. Le programme de coopération technique est une initiative de l'AIEA qui a pour but de fournir aux États membres les services de l'agence liés à l'application pacifique de la science et la technologie nucléaire. Le département de la coopération technique est responsable de la coordination et de la gestion de l'ensemble du programme, tandis que les autres départements techniques de l'agence contribuent leurs compétences et connaissances scientifiques. Tous les États membres de l'AIEA peuvent participer au programme de la coopération technique, mais en général, la priorité est donnée aux pays les moins avancés. Ce programme est le mécanisme principal grâce auquel l'AIEA fournit un appui à ses États membres. Il vise essentiellement à améliorer la santé humaine, apporter du soutien à l'agriculture et la sécurité alimentaire, promouvoir la gestion des ressources en eau, résoudre les défis dans le domaine de l'environnement,
apporter de l'aide quant à la planification énergétique et le développement énergétique durable, y compris l'utilisation de l'énergie d'origine nucléaire pour produire de l'électricité et promouvoir la sûreté et la sécurité. Le programme de coopération technique est unique au sein du système des Nations Unies, car il associe non seulement des compétences spécialisées dans le domaine technique, mais aussi en matière de développement. Donc, je travaille au sein du département de la coopération technique et j'aimerais juste vous poser quelques mots par rapport à mon travail. Je travaille pour le chef de section de l'Asie du Pacifique du Sud et mon travail, en quelques mots, c'est pour la gestion de projet. Donc, tout le cycle du programme, on part de l'implémentation du programme, du développement du programme, le budget, ainsi que l'évaluation des activités font partie de mon travail et je soutiens donc le chef de section dans ses compétences dans ce domaine-là. Voilà. Je vais maintenant vous présenter le département des sciences et des applications nucléaires. Une particularité du département au sein du système des Nations Unies est qu'il gère un groupe de 12 laboratoires des applications nucléaires situés à Vienne, à Salzburg et à Monaco. Ces laboratoires scientifiques fournissent aux États membres des services en matière appliquée, de recherche et de développement, de formation et de renforcement des capacités, des services techniques et analytiques, ainsi que des matériaux de référence et de services de contrôle et d'assurance de la qualité. Ils établissent aussi des normes internationales dans leurs domaines respectifs. Le département des sciences et des applications nucléaires, un des plus diversifiés, couvre un grand nombre de secteurs socio-économiques importants qui vont par exemple de la santé à l'alimentation et l'agriculture, en passant par les applications dans l'environnement, des ressources en eau et de l'industrie. Dans chaque domaine thématique, des scientifiques de l'AIEA travaillent avec des experts dans les États membres pour aider ces derniers à satisfaire leurs besoins en matière de développement grâce aux sciences, à la technologie et à l'innovation nucléaire. L'agence donc fournit aux États membres des conseils scientifiques, une formation théorique et pratique et des documents techniques, leur donne aussi accès à des données nucléaires essentielles et organise des réunions, des conférences et des colloques. Le département s'emploie avec les États membres à promouvoir la science et la technologie nucléaire et donc à faire mieux connaître la large gamme de leurs applications. Marie, est-ce que vous êtes en ligne? Oui. Je vais peut-être en profiter pour représenter un petit peu mon métier, si c'est le moment. Oui, s'il vous plaît. Oui, alors mon métier en fait consiste dans le laboratoire de mon action et puis quand j'ai démarré, quand j'ai postulé à ce poste, c'est vrai que c'était assez surprenant de savoir que l'AIEA a fait un laboratoire de recherche unique au sein du système des Nations Unies. Alors au jour le jour, mon métier consiste particulièrement à produire avec des laboratoires de radioélectricité des expériences pour évaluer l'impact des différents contaminants ou de toxines sur le milieu marin. Marie, est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas? Oui, bien sûr. Et évaluer aussi l'impact de l'acidification des océans ou des changements climatiques. Et nous développons aussi des outils dans notre laboratoire pour éviter que les produits de la mer, tels que les poissons ou les coquillages, ne soient pêchés et consommés par les populations. Alors, en tant que chercheur, j'ai aussi un rôle de formateur très important et j'apporte un soutien scientifique et technique à plus de 30 pays par le biais souvent du département de coopération technique que l'on vient de présenter, afin de développer la capacité et la capacité des États membres pour une meilleure gestion de leur environnement. Alors, j'ai rejoint l'agence il y a à peu près 3 ans et c'est peut-être intéressant de savoir quel parcours on peut avoir pour travailler à l'agence. Alors après ma scolarité que j'ai passée au Maroc, je me suis dirigée vers des études en fait universitaires de sciences de la vie et de la terre et je me suis petit à petit spécialisée en chimie, toxicologie et c'est très intéressant de savoir que ces techniques nucléaires en fait sont très utilisées dans les domaines de la biochimie et de la toxicologie. Voilà, donc je voulais juste conclure en disant que travailler à Monaco et au laboratoire de l'environnement, c'est quelque chose de très agréable, que l'infrastructure et les conditions sont excellentes et que nous travaillons avec des collègues très professionnels et nous interagissons avec des scientifiques qui viennent du monde entier. Voilà, je vais vous laisser la parole. Merci.
Donc, on va continuer par vous présenter l'œuvre du département de l'énergie nucléaire. Ce département promeut l'utilisation efficace et sûre de l'électronucléaire dans les États membres de l'AIEA en soutenant les programmes nucléaires existants ou nouveaux et en favorisant l'amélioration de la performance des centrales nucléaires ainsi que du cycle du combustible nucléaire et de la gestion des déchets nucléaires. Surtout en stimulant l'innovation dans les technologies électronucléaires et les technologies du cycle du combustible. Des examens par des pairs jusqu'aux bandes de données sur l'expérience d'exploitation des centrales nucléaires, de la publication de normes et des orientations techniques jusqu'à l'enseignement à la distance, l'agence fournit une assistance aux États membres dans toutes les composantes des applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Aussi, le département de la sûreté et de la sécurité nucléaire est un des grands départements de l'agence. Le rôle de l'énergie nucléaire dans le futur dépend bien d'un bilan de sûreté dans toutes les applications. Surtout après Fukushima et Tchernobyl, c'est un département qui a beaucoup d'importance pour justement assurer la sûreté des centrales nucléaires. Le programme de sûreté nucléaire de l'AIEA consiste donc essentiellement à élaborer des normes de sûreté pour les installations nucléaires, les sources radioactives, ainsi que le transport des matières radioactives et la gestion des déchets radioactifs. Il faut dire que bien que l'AIEA ne soit pas un organisme international de réglementation, les activités dans le domaine de la sûreté nucléaire visent à établir des normes multinationales consensuelles. Celles-ci sont des mécanismes de plus en plus importants pour l'amélioration de la sûreté nucléaire et de la sûreté des rayonnements et des déchets dans le monde. De nombreux pays s'appuient sur les recommandations de l'AIEA en matière de sûreté pour établir leurs propres normes et règlements au sein des parlements nationaux. Donc, ces recommandations comprennent des orientations pour le choix du site, ainsi que pour la conception et l'exploitation des centrales nucléaires. L'AIEA effectue en outre des évaluations sur la sûreté sur demande, et notamment des examens de centrales réalisés sur place par des équipes d'experts internationaux. Marie, est-ce que vous pourriez parler sur la vérification nucléaire et est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro? Merci. Oui, alors le département des garanties en fait, de l'Agence internationale de l'énergie atomique assure une vérification nucléaire efficace pour contribuer à la paix dans le monde. L'AIEA s'attache à renforcer la contribution de l'énergie nucléaire à la paix et à la prospérité dans le monde entier, en veillant à ce que les matières nucléaires ne soient pas détournées vers la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs. Alors, depuis plus de 40 ans maintenant, elle vérifie que les États respectent leur engagement en matière d'utilisation pacifique des matières nucléaires, conformément au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le système des garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique cherche à décourager la prolifération des armes nucléaires en détectant le plus tôt possible l'utilisation abusive de matières ou de techniques nucléaires et en donnant des assurances crédibles quant au respect par les États de leurs obligations en matière de garantie. Alors, le système des garanties de l'AIEA constitue une mesure de confiance et s'il est constaté que des pays violent leur accord, un mécanisme d'alerte est rapidement mis en place pour la communauté internationale. Après avoir donc présenté tous les départements de l'agence, vous êtes peut-être intéressé à savoir comment l'agence travaille au niveau des ressources humaines et quelles sont les priorités. L'une d'entre elles est l'emploi des femmes, d'augmenter en tout cas le nombre de femmes qui travaillent chez nous. En fait, nous avons à peu près 44% de femmes qui travaillent à l'agence, mais nous avons deux types principaux de postes, les postes des services de soutien et les postes de cadre, évidemment les postes de leadership. Donc au niveau des postes de soutien, 61% sont des femmes. Quant au poste de cadre, on a à peu près 27%, 27 à 28% de femmes, ce qui est un nombre en constante augmentation, donc ça a peut-être l'apparence d'être peu, mais en fait pour nous c'est déjà très important parce que on s'est rendu compte que beaucoup de femmes ne postulent qu'à des postes administratifs ou autres, mais pas forcément dans des postes d'ordre, enfin qui sont scientifiques. Et donc nous avons constaté une augmentation aussi du nombre de femmes candidates dans le secteur scientifique. En fait, le nombre de femmes totales qui ont postulé entre
En 2013, par exemple, on avait 25% de femmes candidates, et en 2015, nous en avions 31%. Donc ça montre un intérêt grandissant. Et donc aussi, l'agence, bien sûr, fait des efforts pour donner une priorité aux femmes si leurs compétences sont les mêmes que celles des hommes. Bien entendu, on doit donner une préférence d'abord par rapport aux compétences techniques et aux qualifications, mais entre deux candidats qui ont les mêmes qualifications et compétences, priorité sera donnée le plus possible à une femme. D'autre part, ça c'est au niveau de l'agence elle-même, mais on essaie d'augmenter aussi le nombre de femmes qui participent à des conférences, à des séminaires et des ateliers, et évidemment aussi dans les projets de coopération technique. Et on essaie aussi d'inciter les jeunes filles à, disons, poursuivre des études plus scientifiques, en ayant par exemple ici la journée des filles, comme on appelle ça, des filles de membres du personnel qui ont une journée par an pour venir voir ce que fait l'agence, les différentes activités, et donc essayer de promouvoir leur intérêt pour la partie scientifique, voilà, pour faire des études scientifiques. Donc ça, c'était au niveau de l'emploi des femmes. Maintenant, pour les jeunes, évidemment, nous souhaitons avoir de plus en plus de jeunes qui sont intéressés à nos programmes. Donc nous avons un programme de stage qui est possible pour les candidats qui ont au moins 18 ans et, disons, plutôt ceux qui ont déjà 2 années d'études à temps plein dans une université ou une institution, disons, de post-secondaire, et qui peuvent aussi postuler pour un stage 2 ans après avoir terminé leur diplôme universitaire. Bien sûr, la connaissance de la langue anglaise est obligatoire parce que c'est la langue de travail déjà, et ça permet donc de communiquer avec tous les membres du personnel, mais aussi dans le monde entier. Donc nous avons cette compétence comme un critère fondamental. Bien sûr, si les personnes connaissent d'autres langues, c'est très intéressant pour nous parce que nous avons des programmes dans différents pays, surtout au niveau de la coopération technique. Nous demandons aussi aux stagiaires, bien sûr, d'avoir des compétences dans un certain domaine qui est en rapport avec les activités de l'agence, mais aussi d'être capable de s'adapter à un environnement international, compte tenu du nombre de pays représentés dans notre personnel, et aussi de travailler en équipe. Ce sont des critères qui sont aussi appliqués lorsque les gens postulent pour des postes, évidemment, de staff. Bon, ça, ce sont pour les stagiaires, mais nous avons aussi un programme pour les jeunes diplômés, et ça s'appelle Junior Professional Officer, le programme. C'est aussi un programme qui est développé par d'autres organisations du système des Nations Unies, mais pour nous, c'est important de donner l'occasion à des jeunes d'avoir une expérience au niveau international et peut-être plus tard d'être des candidats pour des postes un peu plus seniors. Donc en général, c'est une expérience très positive pour les personnes qui viennent chez nous parce qu'ils peuvent trouver des emplois dans différents secteurs, dans différents États membres, mais aussi tant au niveau secteur privé que dans le public. Donc pour eux, c'est vraiment, ça les lance dans leur carrière et éventuellement, comme je disais, ils peuvent revenir plus tard postuler à des postes plus seniors. Bien sûr, ce programme n'est possible que pour des jeunes qui viennent d'États membres qui ont signé un accord avec l'agence. La liste de ces États membres est sur notre site internet. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment soit nous contacter, soit regarder le site internet. Et la durée de ces postes est de 1 à 2 ans. Voilà. Donc ça, c'était pour les Junior Professional Officers. Donc, toutes les informations techniques, scientifiques, mais aussi par rapport aux ressources humaines, vous avez sur notre site web, le site web de l'agence. Et surtout pour chercher les avis de vacances de postes au sein de l'AEA, vous pouvez utiliser justement le moteur de recherche de ce site. Si vous souhaitez recevoir par courriel des informations sur les nouveaux postes à pourvoir, vous devriez tout d'abord vous connecter à votre compte d'utilisateur. Par la suite, vous pourriez effectuer une recherche des vacances de poste que vous pouvez sauvegarder pour créer une sorte d'alerte d'emploi qui est conforme à vos critères de recherche et à vos qualifications.
Donc, en vue de préparer votre candidature, vous devriez commencer par vous inscrire sur ce site web. Et après vous être inscrit, vous seriez dirigé sur la page Accueil carrière, à partir de laquelle vous pourriez établir et gérer votre profil, remplir le formulaire de candidature et fournir les informations relatives à celle-ci. En premier lieu, il importe de créer un profil d'utilisateur sous le tabulateur Mon profil. Et ce dernier comporte votre nom, votre nationalité, vos coordonnées, votre état civil. Et donc, par ce biais, vous pourriez à n'importe quel moment y apporter des modifications telles que mise à jour de votre numéro de téléphone ou de vos états civils. Alors, après avoir obtenu des informations, vous serez peut-être intéressé à postuler et vous vous demandez comment se passe la procédure de sélection. Ce qui se passe donc, c'est que nous recevons toutes les candidatures par Internet et ensuite donc les candidatures sont évaluées au regard de l'expérience, de l'éducation et des compétences des candidats. Et si vous disposez d'une grande partie des qualifications requises, vous serez contacté pour passer un test, ce qui fera appel à vos connaissances ou à tout autre exercice de simulation qui puisse nous donner un meilleur aperçu de vos compétences. Si vous ne remplissez pas les critères minimums, vous serez contacté en temps voulu pour vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Et bien sûr, ça ne vous empêche pas de postuler pour d'autres fonctions pour lesquelles vous pensez avoir, disons, je dirais, au moins 70% des compétences requises. Parce que sinon, c'est une perte de temps pour vous et peut-être qu'il faut vraiment étudier bien la vacance de poste avant de poser sa candidature et donc après, ça vous donne plus de chances d'être présélectionné. Ma collègue va vous parler ensuite des autres des épreuves qui suivent et des interviews. On va continuer avec l'examen écrit, par exemple. L'épreuve de connaissance est soit un examen écrit, soit tout autre exercice de simulation ou étude de cas. Les épreuves sont menées de façon confidentielle et la date, la nature et la durée de l'épreuve vous seront communiquées. Si sur la base des résultats de l'épreuve, vous êtes présélectionné pour un entretien visant à déterminer vos compétences, vous en serez informé. Si vous n'êtes pas présélectionné pour un entretien, cela vous sera communiqué en temps voulu. Veuillez noter toutefois que la nature et la fréquence de la correspondance avec les candidats individuels peut varier durant tout le processus de recrutement. Sonnerie, entrevue vidéo enregistrée utilisée afin de sélectionner les candidats pour la prochaine étape. Vidéoconférence ou l'entretien. L'entretien axé sur les compétences peut se faire par vidéoconférence ou en personne. Vous serez notifié à l'avance de la date, de la durée ou du lieu de l'entrevue, ainsi que des noms des 4 et 5 membres du jury. Durant l'entretien, nous apprendrons davantage sur vos compétences, vos aptitudes et votre comportement pour vous acquitter avec succès des fonctions de poste à pourvoir. Test psychométrique. Ce sont les tests effectués pour les postes de direction. Bon, et à la fin, le résultat de la section. En fonction des résultats obtenus à l'issue des différentes étapes d'évaluation, une liste de candidats qualifiés est recommandée en vue de la sélection. Les recommandations sont ensuite évaluées par un organe de contrôle indépendant composé des représentants du personnel et de la direction afin de garantir le respect des procédures en vigueur. Maintenant, nous allons vous donner un aperçu de la vie à Vienne.
Donc chacun d'entre nous va vous dire ce qu'il aime bien par rapport aux loisirs et ce que cette ville offre. Et ensuite, Marie va vous parler de la vie à Monaco. Donc, moi j'habite à Vienne depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans, et donc je trouve que c'est une ville très agréable, aussi en particulier pour les familles, parce que les enfants peuvent aller et venir sans danger, et donc c'est très important pour des familles. Aussi, on peut voyager dans la ville de Vienne très facilement, parce qu'il y a beaucoup de transports en commun, donc ça c'est aussi un avantage, et ce sont des transports sûrs. Je laisse mes collègues parler d'autres avantages de la ville. Merci. Eh bien, moi, j'habite à Vienne depuis à peu près 3 ans. J'apprécie beaucoup la ville parce qu'il y a beaucoup d'activités très diverses. D'un point de vue culturel, on a l'opéra, le théâtre, il y a beaucoup de musées avec beaucoup de vernissages. Et d'un autre côté, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a beaucoup de parcs, beaucoup de nature. Ce qui est très très bien, surtout pour le week-end, on arrive très bien à se récupérer. Et comme ma collègue a dit, pour les familles, c'est idéal et ça fait vraiment plaisir d'habiter ici. Moi, j'aime beaucoup Vienne parce que c'est une ville qui est en fait placée au milieu de l'Europe, donc on peut voyager un petit peu partout, que ce soit en Suisse, en Allemagne ou dans les pays environnants. Ensuite, Vienne est très connue pour sa musique classique et donc c'est très très agréable. C'est une ville avec un centre petit, donc on peut passer en revue toutes sortes d'activités. Et je passe donc la parole à Fred. J'habite à Vienne 4 ans. J'aime Vienne beaucoup. C'est la ville très belle. Et il y a beaucoup d'opportunités pour l'éducation, pour la vie culturelle, sociale et sportive. En été, vous pouvez aller à la plage. En hiver, vous pouvez faire le ski. Il y a beaucoup d'opportunités à Vienne. Marie, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous plaît à Monaco? Oui, alors Monaco, c'est un tout petit pays où il y a 30 000 travailleurs étrangers qui viennent travailler tous les jours, et donc ils ne vivent pas en France, ils ne vivent pas à Monaco. Vous pourriez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Oui, est-ce que ça marche comme ça? Oui, merci. Alors, donc les gens vivent soit en France, soit en Italie. Alors Monaco, ça se trouve dans le sud de la France, c'est sur la côte d'Azur, et c'est vraiment un lieu exceptionnel qui est vraiment entre mer et montagne, et qui est vraiment bien connu pour son climat doux, et on a beaucoup de lumière toute l'année. Donc c'est évidemment une des destinations les plus médiatiques du globe. Mais malheureusement, cette région mérite bien sa mauvaise réputation en ce qui concerne les logements, les transports et le stationnement. Mais malgré ça, la vie est très 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 agréable ici. Voilà, je leur redonne la parole. Merci. Donc nous allons passer aux questions-réponses. Indiquez vos questions sur l'écran à droite. Merci. Si vous avez des questions, veuillez indiquer ces questions dans l'espace qui s'appelle chat. Pardon. Nous avons un petit problème technique, mais nous allons nous remettre en ligne tout de suite. Un instant, s'il vous plaît.
You want them to send questions? Nous avons des problèmes techniques en ce moment, donc nous sommes obligés de terminer notre séance. Si vous avez des questions, veuillez nous les adresser à l'adresse suivante, talent-outreach@aie.org. Merci. Nous vous remercions de votre participation et nous espérons que ça a été utile comme information. Bon week-end. Marie, Yasmin, thank you again for participating, and we'll talk soon. You're welcome. It was not very easy, but But it went well. It went. okay, I cannot hear you anymore, so I think that we'll end here.